et à vous deux. Donc vous êtes le binôme qui enchaîne les exploits en Himalaya et notamment cette première mondiale qui était le mois dernier, c'était le 15 octobre. L'ascension, on voit les images du Janu Est, 7468 mètres dans l'est du Népal. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette face? Qui commence? Benjamin? Oui, bonsoir à tous. Merci Bonsoir. de parler d'alpinisme. Je suis très content d'être sur ce plateau. Avec plaisir. C'est beau l'alpinisme. Oui, c'est beau l'alpinisme, d'autant plus quand on vient de Chambéry. Oui. Alors oui, le Janu Est, c'est une très belle montagne de l'Himalaya népalais. Et c'était une des dernières montagnes très hautes qui dépasse presque les 7500 mètres, qui était encore non gravie. Alors non gravie parce qu'elle est... Par personne. Par personne, ouais. Donc on est les premières personnes, premiers hommes, à mettre les pieds là-haut. Alors, bravo. Mais moi, je pensais que tous les pics avaient été déjà montés, en fait. Et non, en fait, dans l'Himalaya et dans le Karakoram, il reste beaucoup de montagnes et de très hautes montagnes qui ont encore vu aucun alpiniste fouler leur cime. Et voilà, au Népal, la liste s'amenuise, mais il reste quelques... Il en reste encore? Oui, il reste quelques sommets de plus de 7000 mètres qui n'ont pas été gravis. Pourquoi elle n'a jamais été gravie? Elle était trop dangereuse, peut-être, non? Voilà, et celle-là en faisait partie. Et en fait, alors, il n'y en a jamais une... Enfin, c'est pas forcément qu'elle était plus dangereuse que les autres, mais en tout cas, cette montagne a essuyé beaucoup de tentatives. Il y a eu à peu près une quinzaine de tentatives d'alpinistes qui ont essayé de la gravir. Il y a eu des morts? Il y a eu des morts, il y a eu des événements tragiques, notamment l'an dernier quand on y était également. Voilà. Et c'est vrai que c'est à la fois haut en altitude, au-delà de 7004. Et la face, il n'y a aucune face qui est facile en fait. Et la face qu'on a choisie ne l'est pas non plus. Elle est très raide et très haute. Voilà, ça explique. Vous avez choisi la simplicité, quoi. Combien de nuits passées dans la montagne? Du pied de la montagne, on a déjà dormi une première fois, parce que le camp de base est vachement loin en fait, donc on marche 3 heures pour aller jusqu'au pied de la montagne. Là, on dort sur un glacier, entre les crevasses, et on est à 5200 mètres. Voilà, exactement, c'est à cet endroit-là. Là, c'est vraiment la veille de l'ascension, donc on est tous stressés, et puis on est au pied de cette immense muraille, qui est un peu comme l'immense barrière de Game of Thrones, là, vous savez, mais empilées les unes aux autres. Et vous savez que le lendemain, vous allez devoir monter ça. Et là, on s'engage pour 3 jours entiers. Et on a fait en tout 3 nuits sur la montagne. Alors sur la montagne, dans la montagne presque, parce qu'on creuse notamment ici presque des grottes en fait, pour se protéger à la fois des coulées de neige qui viennent du haut, et juste pour se faire une plateforme. C'est là où vous dormez, ça? Là, ouais, c'est là où on dort. Alors on ne sait pas à l'avance si on va trouver un espace suffisant pour mettre une tente qui est assez large pour 2 personnes. Il fait quelle température la nuit là, quand vous dormez dans cette paroi? On est aux alentours de moins 15 degrés sur les premiers bivouacs. C'est quoi le plus dur? C'est le froid? C'est quoi? L'oxygène qui manque? Alors c'est le cumul des deux. Et le cumul des deux, en fait, le froid déjà est extrêmement dur à supporter au bout du dernier jour notamment. Là, par exemple, le dernier jour, on a du moins 20 degrés facile. On sort de la tente à 3 h du matin. On dézippe là, le petit zip et puis il faut mettre ses chaussures, il faut lasser les chaussures et ça c'est le moins confortable. Et en fait, ça cumulé, combiné avec le manque d'oxygène, ça fait qu'on a beaucoup moins de sang qui circule vers les périphéries et on sent tout de suite et on risque... Ça c'est pas à cause du froid, c'est à cause de l'oxygène. Hein. Ça, c'est le cumul des deux, c'est le fait qu'il fasse froid et le fait d'avoir moins d'oxygène dans les périphéries. Donc, malgré tout ça, il y a du plaisir, donc. Malgré tout ce qu'on pourrait imaginer, c'est dans ces moments-là qu'on se sent presque le plus vivant. Parce que justement, il faut qu'on fasse attention à tous nos gestes. On se sent vraiment dans une forme presque de magnificence de la vie, parce que chaque... Là, on est à 200% focus. Oui, et puis toi, tu fais du crossfit, c'est chiant, mais t'en trouves du plaisir. Donc, c'est la même là, chose. il risque de mourir, c'est juste ça, quoi. En tout cas, c'est du lâcher-prise, mais il faut garder prise. Alors, vous nous avez amené ça, côté matos. Donc, je crois que vous avez terminé l'ascension avec un sac pour 2, c'est ça? Donc, avec ça? Oui. Dites-moi pourquoi. Alors, en fait, on fait un premier bivouac, puis un deuxième bivouac à 6900 mètres d'altitude. Et là, on estime que de 6009 jusqu'au sommet, on va y arriver... À 7005. Voilà, exactement. On estime qu'on va réussir à faire l'aller-retour dans la journée. Et du coup, on laisse toutes nos affaires sur le deuxième bivouac. Pour pouvoir le reprendre en redescendant. Pour redormir une nouvelle nuit, la troisième, avant de finir de tout redescendre. Et en fait, on fait ça, c'est de la stratégie, c'est pour être le plus léger possible. Parce que plus on monte et plus ça devient dur,
plus on s'enfonce dans la neige et moins on a de poids et plus on a de chances de réussir. D'accord. Mais c'est un seul essai quoi aussi. Voilà. C'est un peu risqué parce que si on Si monte vous n'y et qu'on arrivez n'arrive pas, vous n'aurez qu'un sac. quoi. Ben ouais, on peut Si pas on n'a pas redescendre et voilà. retenter le lendemain. Donc On n'a ça, pas c'est suffisamment de temps pour rejoindre le sommet, il va falloir redescendre et, ouais, fini. et c'est raté. et c'est Ouais. raté. C'est ce qui est allé au Népal, ça Oui, alors ça c'est tout ce qui est au Ça, Népal parce c'est la que chaussure dont vous parliez ben, en fait, c'est tout un travail d'équipe, hein, ce genre d'ascension. Du coup, on a des partenaires et là, typiquement, on a innové ce genre de matériel avec. Oui, ça, on Simon, trouve pas dans le sur commerce, Chamonix. C'est complètement prototype. fait 100% sur mesure pour cette ascension-là. C'est pour vraiment alléger le poids qu'on a au pied, parce que chaque gramme compte en fait dans ce genre de projet. Ouais, c'est assez confortable. Vous pourriez essayer ce soir, au pire. Bah non, mais, si vous le non, mais vous faites du combien Là, Vous faites du 45 c'est du non 44. Ouais, c'est ça. Non, malheureusement, je ne fais pas du 45. Mais oui, en fait, c'est que on a besoin en fait d'innover du matériel. À la fois, c'est hyper passionnant parce que du coup, on pense à des choses. Là, par exemple, les crampons vissés là-dessus, ça n'existe pas sur ce genre de chaussures très chaudes. D'accord. Et en même temps, c'est aussi un risque parce que typiquement, moi, je suis parti avec cette paire de chaussures la veille de partir de France. Donc, je les avais jamais essayées avant. Je les ai essayées pour la première fois quasiment au pied. Parce que en fait, chez nous, c'était l'été, donc je ne pouvais pas les essayer avec moins 15, moins 20 degrés. Et est-ce que vous pouvez nous parler des mollets Et oui. Nicolas. C'est quoi le truc avec vos mollets En fait, c'est une expédition qui a été quand même assez longue avec beaucoup d'attentes. Et quand on attendait au camp de base qu'une fenêtre météo arrive et que les conditions soient bonnes pour essayer de grimper, il ne fallait pas qu'on perde trop de muscles. Parce qu'en plus, donc, le camp de base est à 4700 mètres, donc c'est déjà assez haut. Et voilà, on a tendance à perdre du muscle. Donc on a continué de s'entraîner sur 2 jours, sur spécifiquement. 2-3 jours Au camp de base, on est resté presque un mois et demi avant de pouvoir tenter. Là, vous perdez Voilà. du muscle. Et du coup, il a fallu garder la forme, et notamment sur les mollets, parce que la face est très raide. Et en fait, on est vraiment la plupart du temps seulement sur cette pointe-là et celle-là, parce que la neige Il faut est très, muscler, très dure. faut muscler. Voilà, on le ici, voit c'est bien ça sur les C'est un bras de images. levier de fou en fait. Ouais. D'accord. Du coup, les mollets forcent Et vous énormément. faites quoi pour muscler vos mollets C'est pas très marrant. Vous non faites plus, comme hein. ça, là Ouais, il faut Oui, se mettre voilà, sur voilà. une pierre et puis on lève et puis on descend. Mais ouais, c'est une routine à entretenir. D'accord. Parce que sinon, l'année dernière, on avait tenté cette phase, on a fait demi-tour malheureusement, mais on avait souvenir de mollets totalement en feu. Et avec un sac très lourd, en fait, ça peut compromettre le reste de l'ascension. Et ça, donc, c'est ce que vous aviez pour monter, en montant, c'est ça? Vous en aviez un. Et est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dedans? Je ne vais pas tomber sur des... Je sais Là, il n'y a rien, c'est je juste sais pour pas. des vêtements. Non, on n'a pas mis des trucs de l'ascension. C'est juste pour que le sac. Ah, c'est ait pour un que le peu sac... de- Ah, d'accord, voilà. il n'y a rien. Il n'y a rien de très excitant. On va regarder une image. On est donc le 15 octobre, il est 13h40. Le sommet du Chenu-Est. Tellement donné à la fin. Ah, putain. On l'a eu. Mais franchement. Alors, déjà, c'est qui arrive en premier? Voilà. C'est Benjamin. Ouais. Je trouve pas qu'il y ait une effusion de ouf. En même temps, on est à 7500 mètres, on n'est pas encore à la maison. Donc il faut quand même rester concentré. Il y a toutes ces émotions qui ont été contenues pendant tous Vous les mois êtes de émus quand préparation. même, tous les deux, quand on voit cette image-là? Ah bah oui, non mais moi, Oui, ouais, la première fois que j'arrive au sommet, j'ai quelques pleurs parce que je me rends compte de ce qu'on a réalisé et puis tout le travail que ça a demandé. Puis après, quand Nico arrive, oui, c'est une célébration à deux, mais qui est un peu mesurée. Oui, voilà, forcément, on est hyper ému parce que ça fait 2 ans qu'on y pense, on a déjà tenté une première fois, on revient là, ça fait 1 mois et demi qu'on attend au camp de base. Donc c'est un peu, quelque part, l'objectif d'une vie, quoi, et on vient de l'atteindre. Mais on essaie vraiment de contenir nos émotions parce que Il faut redescendre. il faut redescendre, et notamment la première partie qui est compliquée, les premiers 300 mètres. Donc voilà, il faut absolument qu'on garde non seulement des forces, mais en plus de la concentration pour redescendre Et si jusqu'en vous avez bas. un problème, comment ça se passe concrètement? Ah ben là, il n'y a pas de secours. Hein. Pas de secours. Il y a 0 secours. Non, les hélicoptères ne peuvent pas voler à cette altitude-là. Il n'y a pas du tout d'hélicoptères basés proches, même si c'était possible, admettons. Ils n'ont pas de secours héliportés, ils n'en font pas, ils ne sont pas compétents pour ça. Et après, des alpinistes qui pourraient venir au pied et aller nous chercher, vous imaginez Ça bien prendrait que trop de déjà, temps. il n'y en a pas souvent. Et puis, il faut qu'ils acceptent le risque, et souvent, ce n'est pas le cas. Et puis, ça prend trop de temps. Ouais. Maya, tu avais une question pour nos invités. Eh bien oui, justement, puisqu'on vient de parler de risques, je voudrais parler des risques psychologiques aussi liés à l'escalade. C'est un sujet qui apparaît régulièrement dans vos prises de parole, Benjamin Védrine, notamment dans vos 2 livres. Vous parlez de l'addiction aux endorphines
de l'excitation, de la montée que vous comparez à une forme de folie, et vous parlez aussi de la mélancolie des sommets quand on sait qu'il va falloir redescendre et qu'on sait aussi qu'il y a tous les problèmes d'en bas qui vont réémerger. Cette honnêteté, elle est vraiment très rare chez les athlètes, surtout les athlètes de haut niveau, d'autant que c'est une vraie prise de risque. Vous pouvez particulièrement perdre vos sponsors. Et pourtant, au-delà des paysages magnifiques et de la performance, vous mentionnez par petites touches les amis qui disparaissent, les larmes, les doutes, les peurs, les galères, et bien sûr les solutions comme les séances de travail avec des préparateurs mentaux. Quand vos followers vous prennent pour un combattant indestructible, vous rappelez que vous avez eu des troubles du comportement alimentaire, vous vous décrivez comme hypersensible, vous affirmez votre solidarité envers les grimpeurs homosexuels, vous décrivez d'ailleurs un monde de l'alpinisme qui est en pleine transformation, un monde macho qui commence à se libérer, qui commence à accepter les différences, qui commence à accepter les faiblesses. Alors Nicolas Jean, j'imagine que vous êtes d'accord avec tout ça, mais je voulais savoir pour vous ce qui reste encore comme chemin à parcourir. Pourquoi c'est important pour vous de dire ça, ouais. Ben, moi, je trouve que c'est important de faire évoluer les mentalités et de casser un peu les codes. Et c'est vrai qu'on est des générations, j'ai l'impression, où on a cette volonté d'aller au-delà de ce qu'ont pu nous inculquer nos anciens. Et je trouve que c'est aussi important de s'ouvrir vers de l'empathie. C'est presque en fait tendre la main et faire une grande cordée tous ensemble pour accepter de parler de ses doutes, ses peurs. Oui, je ne suis pas du tout une machine comme certains l'imaginent. Et moi, personnellement, j'avais besoin aussi d'être aligné avec qui je suis, en étant un personnage de plus en plus présent sur les réseaux, de plus en plus présent sur la télé. J'avais besoin aussi que les gens me voient comme je suis moi, avec mon identité, mon histoire, qu'ils comprennent pourquoi je fais de la montagne. Et ça peut servir, je pense, à beaucoup de gens, bien au-delà de l'alpinisme, parce qu'on est beaucoup à avoir des gens autour de nous ou à avoir vécu des histoires similaires. Donc finalement, on n'est pas si différents. Même si on fait des choses, comme on peut le voir là, qui extraordinaires. Qui sont extraordinaires. Dans un instant, c'est quoi le prochain défi? Le prochain défi, ça va être quoi? Avec tout l'attirail? Pour l'instant, c'est pas encore trop défini. Voilà, il y aura. On va profiter de la. D'accord, Ouais, profitez.